Parmi tous les animaux qui vivent sur notre planète, un groupe extraordinaire s'est imposé. Il rassemble les êtres les plus grands, La baleine bleue! les plus rapides et les plus intelligents qui aient jamais existé. Ce sont les vertébrés. Tous partagent la même particularité physique, une colonne vertébrale. Je vous propose de remonter dans le temps pour découvrir les grandes innovations qui expliquent leur formidable succès. Précédemment, nous avons vu comment les organismes simples, qu'étaient à l'origine les vertébrés, sont parvenus à dominer les océans, coloniser les terres et maîtriser les airs. Aujourd'hui, je vais retracer l'ascension d'une toute nouvelle classe de vertébrés, les animaux les plus complexes que la Terre ait jamais portés. Au début, ce n'étaient que de tout petits organismes à peine plus gros que mon petit doigt. Des animaux nocturnes. Mais ils vont se développer et devenir les plus gros animaux que la planète ait jamais connus. Ce groupe, nous en faisons partie. Voici l'histoire des mammifères. Je vais chercher à comprendre comment les mammifères ont acquis les principales caractéristiques qui leur ont permis de se répandre et de prospérer aux quatre coins de la planète. Caractéristiques dont nous avons également hérité. À cet effet, je m'appuierai sur une série de découvertes paléontologiques passionnantes et sur l'observation d'animaux vivants. Enfin, grâce aux toutes nouvelles analyses scientifiques, nous serons en mesure de ramener nos ancêtres à la vie. Aujourd'hui, les animaux ayant une colonne vertébrale dominent notre planète, sur la Terre, dans les airs et les océans. Mais comment cette suprématie a-t-elle été acquise? Il reste de nombreuses lacunes dans l'histoire. Mais au cours de ces dernières décennies, les chercheurs ont fait de nouvelles découvertes captivantes, ici en Chine. Et je suis là pour mener l'enquête. Les roches chinoises ont dévoilé le chaînon manquant de l'histoire des vertébrés. Des organismes anciens conservés sous forme de fossiles. Afin de découvrir ces nouveaux témoins des débuts de l'histoire des mammifères, je me rends au sud de la Chine, dans la province du Yunnan. Les fossiles découverts ici révèlent le type d'environnement dans lequel vivaient ces premiers mammifères et le genre d'animaux qu'ils ont dû affronter pour s'imposer et survivre. Cette région du sud de la Chine est ce qu'on appelle le bassin de Lufeng. Il y a 180 millions d'années, il formait une vaste cuvette naturelle dans laquelle s'écoulaient les eaux de toutes les collines alentours. Ces torrents charriaient des sédiments qu'on retrouve sous cette forme, mais également les cadavres des animaux qui vivaient dans ces collines, y compris ce genre d'animal, un dinosaure. Les fouilles ont mis au jour des centaines de spécimens comme celui-ci dans les environs. Le musée local abrite l'une des plus grandes collections de squelettes complets de dinosaures au monde. Mais une découverte unique a apporté pour la première fois la preuve de l'existence d'un autre groupe d'animaux, ceux-là même qui vont leur succéder. À l'époque où les dinosaures peuplaient cette région, un autre genre d'animal très différent évoluait dans leur ombre, un animal d'une toute autre taille.
Je me trouve à présent au nord de Pékin, où je m'apprête à examiner un élément de preuve essentiel. Celui-ci est conservé dans l'un des plus grands instituts de paléontologie du monde. Merci. Et voilà. C'est la tête d'une toute petite bête. Là, c'est l'extrémité de son museau. Et là, c'est sa nuque. Ici, on voit également une orbite. Il s'agit d'un adrocodium. Si je le retourne, vous pouvez voir l'arrière de la mâchoire. Ça pourrait être le crâne d'un tout petit reptile, mais ce n'est pas le cas. En effet, les reptiles ont des dents simples, de forme conique. Or, cette bête-là a des dents assez différentes, dont la forme correspond à celle d'un petit mammifère insectivore. Ce spécimen est l'un des plus vieux fossiles de mammifères connus à ce jour. Cet animal est donc l'ancêtre de tous les mammifères actuels, y compris nous-mêmes. En tant que tel, l'adrocodium est un maillon essentiel de l'histoire évolutive des vertébrés. Les premiers êtres vivants dotés d'une ébauche de colonne vertébrale vivaient il y a plus de 500 millions d'années. Puis les poissons, les amphibiens et les reptiles sont apparus. C'est à partir de la lignée des reptiles qu'émergent les premiers mammifères. Le fossile d'adrocodium remonte à 195 millions d'années. De ces simples origines résulte l'incroyable diversité de mammifères que l'on peut observer aujourd'hui. Plus de 5700 espèces se sont adaptées pour survivre aux quatre coins de la Terre. Nous autres, humains, dominons le monde animal et constituons l'espèce la plus représentée parmi les grands mammifères. Cet extraordinaire parcours est jalonné de grandes adaptations évolutives qui apparaissent chez les toutes premières formes de mammifères comme l'adrocodium. Nous n'avons que le crâne de l'animal, mais nos connaissances sur les mammifères modernes nous permettent d'imaginer le reste de son squelette. Comment donc cette bête minuscule a-t-elle pris pied à l'époque des dinosaures? Son pelage et son mécanisme de thermorégulation constituaient de précieux atouts lui permettant de chasser la nuit. Mais l'autre grand défi était de s'orienter dans le noir. Une analyse détaillée du crâne exhumé a permis de mettre en évidence la réponse ingénieuse apportée par l'adrocodium. Les indices sont invisibles à l'œil nu. Aussi, le professeur Zheqi Luo, spécialiste des mammifères primitifs, recourt-il à un microscanner pour percer les secrets de ce crâne miniature. Les rayons X traversent le fossile et en identifient les structures internes. L'ordinateur génère alors un modèle 3D des os, en particulier de la cavité qui contenait autrefois le cerveau. Le professeur Luo constate que cette région est nettement plus développée qu'elle ne l'est chez les reptiles. Si vous observez l'image, vous voyez que malgré la petite taille du crâne, le cerveau est énorme. Mais l'une des caractéristiques les plus frappantes de ce fossile, c'est la présence de bulbes olfactifs très développés. Les bulbes olfactifs, c'est la partie du cerveau qui détecte les odeurs. Exactement. Ce mammifère avait certainement un système de détection très perfectionné de tout type d'odeur,
ce qui lui permettait d'être actif en pleine nuit. L'Hadrocodium se servait probablement de son odorat puissant pour détecter l'odeur des vers et des insectes dont il se nourrissait. Les scanners ont également montré l'évolution radicale d'un organe sensoriel tout aussi essentiel dans l'obscurité, l'ouïe. L'indice révélateur réside étonnamment dans la mâchoire de l'Hadrocodium. Une particularité très intéressante de ce mammifère fossile est la présence d'une mâchoire très plate. La surface à l'intérieur de la mâchoire est parfaitement lisse. Dans les formes primitives pré-mammaliennes, on observe de grosses rainures. Chez un reptile, de telles rainures indiquent la présence de deux os principaux reliés à la mâchoire. Ces os sont représentés ici en vert et en rouge. Un troisième os, figuré en bleu, transmet les ondes sonores à l'oreille. Chez les mammifères s'est produit une extraordinaire adaptation évolutive. Les deux maxillaires se sont déplacés pour former avec le troisième os ce qu'on appelle l'oreille interne. Cette chaîne de trois osselets permet à l'animal de percevoir des fréquences plus aiguës qu'un reptile ne peut entendre. C'est le système auditif dont nous avons hérité. Ce fossile nous apporte pour la première fois la preuve que les trois os de l'oreille, qui sont si importants pour notre ouïe, sont apparus chez l'Hadrocodium. Grâce à ses oreilles, l'Hadrocodium pouvait détecter le moindre bruissement dans les broussailles et repérer les insectes bougeant à proximité. Ce remarquable petit animal était bien outillé pour faire face aux défis de la vie nocturne. Des sens aiguisés et un cerveau de plus en plus développé ont permis aux tout premiers mammifères de survivre dans l'ombre des dinosaures. Parallèlement, ils ont élaboré une toute nouvelle façon de nourrir leur progéniture. Et c'est en Australie que l'on trouve des indices concernant cette nouvelle étape cruciale de notre histoire évolutive. Non pas dans les fossiles, mais à travers l'observation de deux animaux indigènes hors du commun. Le premier, l'ornithorynque, se sert de son bec flexible comme d'un émetteur radar pour chasser les crevettes et les mollusques sous l'eau. Le second, l'échidné, fouille le sol à la recherche de fourmis et de termites. Ces deux animaux sont les deux seuls survivants d'un groupe de mammifères appelé monotrème. En remontant leur lignée, on découvre qu'ils se sont séparés des autres mammifères il y a environ 200 millions d'années. Ayant conservé certaines de leurs caractéristiques originelles, ils nous donnent un remarquable aperçu de l'apparence des tout premiers mammifères comme l'Hadrocodium. Ils possèdent en outre une incroyable particularité qu'on ne retrouve chez aucun autre mammifère moderne. Ils pondent des œufs. L'œuf de cet échidné est minuscule. Il fait à peu près la taille d'une bille. Le processus d'éclosion a rarement été filmé. Et voici un bébé ornithorynque filmé dans le terrier de sa mère. Il n'est pas plus gros qu'un bonbon gélifié. Les premiers mammifères pondaient probablement leurs œufs de la même manière, une caractéristique héritée de leurs ancêtres, les reptiles. Ceci est une coupe d'un œuf de reptile.
L'embryon se nourrit du vitellus, riche en réserves nutritives. Au moment de l'éclosion, le petit reptile a atteint un stade de développement suffisant pour chercher lui-même de quoi se nourrir. Mais l'ornithorynque et l'échidné sont très différents. Lorsqu'ils naissent, leurs petits sont bien moins développés. Ils ont besoin de bien plus d'aliments pour grandir et survivre. La réserve de Hillsville, près de Melbourne, nous apporte la preuve que les jeunes ornithorynques se développent parfaitement bien sans avoir à quitter le terrier de leur mère. 4 mois après l'éclosion, un petit effectue sa première sortie. Le minuscule nouveau-né a quasiment atteint sa taille adulte. Et ce, grâce à une forme d'alimentation propre aux mammifères. Le lait. Ce riche mélange de protéines, de graisses, d'hydrates de carbone et de minéraux suinte du ventre des ornithorynques et des échidnés femelles, un peu comme de la sueur, procurant à leurs petits tout ce dont ils ont besoin pour se développer. Les premiers mammifères, comme l'Androcodium, devaient eux aussi produire une petite quantité de vitellus et utiliser ce mode d'allaitement. Le lait présente un avantage majeur. Le petit prend ce dont il a besoin. Aucune goutte n'est gaspillée. Et il n'y a pas de limite aux quantités fournies ni à la durée de l'allaitement. Mais le fait de pondre et d'allaiter sa progéniture pose un nouveau défi. Une mère mammifère ne peut laisser ses œufs éclore d'eux-mêmes, comme le font la plupart des reptiles actuels. Elle doit rester à leur côté. Ainsi, une solution plus qu'étonnante est-elle apparue. Au lieu d'être expulsé, l'œuf est maintenu à l'intérieur du corps et c'est là qu'il commence son développement. De sorte qu'à la naissance, le petit est déjà formé. Hormis les monotrèmes, il existe aujourd'hui 2 grands groupes de mammifères modernes, les marsupiaux et les mammifères placentaires. On estime qu'ils sont apparus il y a quelques 160 millions d'années. Les uns comme les autres donnent naissance à des jeunes formés, mais ils procèdent de façon très différente. De spectaculaires sites fossilifères au nord de la Chine ont livré récemment les premiers ancêtres de ces 2 groupes. Nous voici dans la province du Liaoning. Il y a 125 millions d'années, cette région a subi des éruptions volcaniques. Ces événements ont laissé de multiples couches de cendres jaunes prises en sandwich entre les couches de roches. Des fouilles ont révélé les restes fossilisés d'animaux figés dans la roche et restés en parfait état de conservation. Ça, c'est un fossile du nom de Cynodelphis. Le squelette est très net. Tout autour, on observe des marques sombres. Et si on les examine de près, on constate que ce sont des poils. Il est donc à peu près certain qu'il s'agit du fossile d'un mammifère. Son squelette, notamment ses dents, montrent qu'il s'agit plus précisément d'un marsupial. Autrefois présents sur l'ensemble de la planète, la plupart des marsupiaux sont aujourd'hui confinés en Australie. Ces animaux nous permettent de comprendre comment leurs ancêtres ont commencé à mettre au monde des petits déjà formés. Dans cette réserve, des spécimens d'espèces menacées de wallabies sont élevés par des mères adoptives. Ce projet de sauvegarde est mené par David Taggart de l'Université d'Adélaïde. Aujourd'hui, l'équipe effectue le bilan de santé d'un bébé wallaby récemment arrivé.
Ce bébé doit faire à peu près 2 grammes. Et il est né il y a 16 jours. À la naissance, les petits marsupiaux sont très peu développés. Leurs oreilles sont repliées et leurs yeux sont fermés. Ce bébé n'est pas protégé à l'intérieur d'un œuf, comme le petit échidné. Il est sorti directement du ventre de sa mère 30 jours après sa conception. Ses pattes de devant, plus développées, sont suffisamment robustes pour lui permettre de se hisser et de gigoter à l'intérieur du marsupium, la poche ventrale propre aux marsupiaux. Dans cette poche se trouve un système de distribution de lait très perfectionné. Le lait passe à travers de petits tubes de chair, les mamelles. Ces mamelles permettent également aux petits de s'accrocher à leur mère lorsqu'elle se déplace. Les marsupiaux ne sont pas rattachés à un nid ou à un terrier comme le sont les mammifères ovipares. Mais cette méthode présente un inconvénient majeur. À l'extérieur du corps de leur mère, les nouveau-nés sont exposés aux accidents et aux maladies. En Chine, des chercheurs ont identifié des fossiles d'animaux ayant opté pour une solution encore plus radicale. À l'époque où les marsupiaux sont apparus, une autre branche s'est développée sur l'arbre généalogique des mammifères. Une branche à laquelle nous appartenons et qui avait trouvé le moyen de nourrir sa progéniture avant la naissance. Je me rends à Pékin, au Muséum d'histoire naturelle, pour découvrir un représentant très ancien de ce groupe. Le voilà. Il s'appelle Juramaya, ce qui signifie mer jurassique. Ses os, et en particulier ses dents, montrent qu'il fait partie du groupe des mammifères auxquels nous appartenons. Mais sa principale caractéristique, c'est son âge. Il provient du Jurassique. Il a 160 millions d'années. Juramaya est le premier animal connu qui aurait nourri ses petits selon une nouvelle méthode révolutionnaire. Ce petit mammifère vivait et chassait dans un monde encore dominé par les dinosaures. Mais peut-être disposait-il d'un avantage majeur. La possibilité pour la mère de porter ses petits, non pas dans une poche comme les marsupiaux, mais dans son utérus. Pour comprendre comment Juramaya a pu se procurer un tel avantage, observons l'un de ses descendants vivants, celui qui, de tous les mammifères, a la période de gestation la plus longue, l'éléphant. Cette femelle s'appelle Dokun. Elle fait partie d'un programme d'élevage mené aux zoos de Melbourne en Australie et attend un petit. Thomas Hildebrandt, spécialiste mondial de la reproduction des mammifères, surveille l'évolution du bébé à l'aide d'un échographe. On étudie la plus longue gestation du monde, celle de l'éléphant qui dure 22 mois. Les ultrasons nous permettent de façon non invasive de suivre toute l'évolution du fœtus, ce qui est passionnant et tout nouveau. Des images 3D détaillées nous offrent une vue spectaculaire de l'intérieur de l'utérus. Même au tout premier stade de développement, on peut voir la trompe du bébé bouger. On note également la présence d'un organe remarquable, grâce auquel il est devenu possible de nourrir le fœtus avant sa naissance, le placenta. Ce dernier permet au petit de rester à l'intérieur du ventre de sa mère jusqu'à ce qu'il soit prêt à survivre dans le monde extérieur. Les mammifères dotés de cette petite merveille d'évolution sont désignés sous le nom de mammifères placentaires. Il est probable que leurs ancêtres lointains, comme Juramaya,
aient été les premiers à garder leurs petits à l'intérieur de leur corps il y a de cela 160 millions d'années. À ce stade, les mammifères ont d'ores et déjà acquis leurs principales caractéristiques, présence de poils, allaitement et viviparité. Et cette combinaison va servir de base à une formidable explosion de diversité. Pendant des millions d'années, ils vont rester ces petits animaux que nous avons décrits jusqu'à présent, glissant furtivement entre les pattes des dinosaures. Puis, il va se produire une catastrophe planétaire qui va manquer de mettre subitement un point final à l'histoire des vertébrés. Un impact de météorite envoie des ondes de choc à travers toute la planète. Il coïncide avec la disparition des dinosaures. On ne sait toujours pas avec certitude pourquoi les dinosaures ont disparu. Une chose est sûre, il y a 65 millions d'années, ils disparaissent du registre fossile. Beaucoup d'autres vertébrés ont survécu et pour eux, dominer le monde était désormais possible. Des chercheurs ont découvert d'étonnants fossiles en Allemagne, montrant comment les mammifères ont saisi cette occasion. Cette cuvette naturelle est connue sous le nom de fosse de Messel. Une communauté entière d'animaux y a été ensevelie lors d'un phénomène naturel extraordinaire. Il y a 47 millions d'années, s'étendait ici un lac bordé par une forêt subtropicale. Mais ces eaux recelaient un terrible secret. Ce lac était en fait un cratère volcanique submergé. On pense que du gaz carbonique délétère, remontant des profondeurs, s'échappait périodiquement à la surface, tuant les animaux venus boire sur les berges ou volant au-dessus de l'eau. Leurs corps se déposaient au fond du lac et étaient enfouis sous les sédiments vaseux. Ce site est devenu aujourd'hui l'un des gisements fossilifères les plus remarquables au monde. Il offre un aperçu unique de la vie après les dinosaures. On y trouve des reptiles, notamment des lézards et des serpents. Y figurent également les premiers oiseaux, un groupe de vertébrés ayant évolué à partir des dinosaures. Mais les changements les plus importants concernent les mammifères qui ont commencé à se spécialiser. Cet animal s'est doté de grandes incisives faites pour ronger. Il s'agit d'un rongeur, un animal proche du rat. Mais il y a encore plus gros, comme par exemple cet animal. Il possède des molaires broyeuses à l'arrière de la mâchoire et de longues pattes. Il commence à se dresser sur ses pieds. C'est l'ancêtre du cheval. Mais l'animal le plus spécialisé, et probablement le plus remarquable à cette période très ancienne, est cet extraordinaire spécimen. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une chauve-souris. Elle est si bien conservée qu'on voit très distinctement la peau qui transforme les pattes de devant en ailes. On voit même cette grande oreille sur le côté de la tête, qui suggère que l'animal utilisait déjà l'écholocation. Elle captait l'écho de ses propres cris pour s'orienter en vol. Les mammifères font preuve d'une aptitude hors du commun à transformer rapidement leur corps pour occuper les niches laissées vides par la mort des dinosaures. De nouvelles opportunités s'offrent à eux, mais ils sont également confrontés à une nouvelle pression évolutive, le changement climatique. Un réchauffement planétaire étalé sur 10 millions d'années a entraîné un foisonnement de vie végétale. Le sol s'est couvert de forêts qui se sont densifiées et assombries.
de nouveaux mammifères apparaissent avec de nouvelles caractéristiques qui favorisent leur implantation dans cet environnement modifié. Des caractéristiques qui revêtiront une importance majeure pour les humains. Voici un des premiers représentants du groupe de mammifères duquel nous sommes issus, un ancien primate. On remarque que sur les pattes de devant, les mains sont pourvues d'un pouce opposable permettant la préhension. Même chose pour les pattes arrière. Le pouce est également opposable. Cet animal était un grimpeur. Les primates sont désormais à même d'atteindre la nourriture tout en haut des arbres. L'apparition d'un nouveau type d'aliment va déclencher une autre adaptation morphologique étonnante. Leur vue s'améliore très nettement. Il y a 47 millions d'années, les plantes se mettent à produire de grands fruits charnus en réponse à la densification des forêts. Les premiers végétaux étaient largement tributaires du vent pour disséminer leurs graines. Mais dans la forêt, il n'y a pas de vent, ou alors très peu, ce qui posait un problème. Les plantes ont résolu ce problème en sollicitant l'aide des oiseaux. Elles ont enrobé leurs graines dans une chair sucrée et comestible, le fruit. Les oiseaux transportaient les graines dans leur estomac et les déposaient ailleurs dans la forêt. Les primates arboricoles étaient idéalement placés pour tirer parti de ce petit arrangement entre oiseaux et plantes, mais pour en profiter pleinement, il leur fallait améliorer leur vue. À l'époque des dinosaures, les mammifères qui chassaient la nuit avaient développé une meilleure vision nocturne au détriment d'une aptitude non essentielle dans l'obscurité, la faculté de percevoir les couleurs. Aujourd'hui, la plupart des mammifères continuent de voir le monde en noir et blanc. Mais les reptiles et leurs cousins les oiseaux avaient une excellente vision des couleurs. Aussi, les plantes porteuses de fruits ont-elles développé un système de signaux adaptés. Repérer une tache de couleur rouge au milieu d'un feuillage vert est chose aisée pour un oiseau ou un reptile. Mais pour un mammifère doté d'une vision nocturne, le rouge et le vert sont impossibles à différencier. À l'époque, certains primates vont alors accomplir un exploit inégalé chez les mammifères. Ils inversent le processus évolutif et réacquièrent la perception en couleur. Notre ancêtre commun, à ce singe et à moi-même, était un animal arboricole, à mœurs diurnes. Il a rapidement acquis la faculté de percevoir les couleurs, et donc de savoir si un fruit était mûr ou non, et de profiter du système qui s'était mis en place entre les oiseaux et les plantes. Voyons ce qu'il en pense. Lequel tu préfères? Bien joué. Après la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années, les mammifères ont fait preuve d'une formidable adaptabilité. Ils ont évolué et se sont diversifiés à un rythme surprenant. Ils ont ainsi ouvert la voie à l'émergence des principaux groupes de mammifères que nous connaissons aujourd'hui. Il y a environ 47 millions d'années, de nouveaux problèmes surgissent. Le climat de la Terre change à nouveau. De nombreuses régions deviennent plus sèches. À ces endroits, la forêt s'éclaircit et laisse place à l'herbe et à des buissons dispersés. Ces nouveaux environnements posent de nouveaux défis aux animaux et inaugurent l'ère des mammifères géants. Les scientifiques ont découvert des preuves étonnantes de ce changement dans les grandes plaines d'Amérique du Nord. Cette région spectaculaire du Dakota du Sud est connue sous le nom des Badlands.
Torrents et rivières ont érodé la roche, lui conférant des formes extraordinaires. Il y a 40 millions d'années, s'étendait ici une vaste plaine inondable recouverte de couches de sédiments. En cherchant des fossiles d'animaux datant de cette époque, le paléontologue Clint Boyd a découvert de gigantesques mammifères. Ça, c'est un fragment de fémur, l'os de la cuisse. Cette surface arrondie, c'est la rotule de la hanche. Elle est énorme. C'est celle d'un très grand animal. À part ce fémur, on a aussi des os de la cheville, éparpillés là-bas, et des os de la queue, disposés en cascade. D'après tous ces éléments, je dirais que cet animal faisait probablement dans les 2 mètres de haut. Les restes fossiles mis au jour dans la région révèlent que les premiers titanothères n'étaient pas plus gros que des moutons. Toutefois, lorsque les forêts se sont éclaircies, ces animaux sont devenus plus vulnérables face aux prédateurs et l'un des moyens de survie était d'augmenter sa taille. En 15 millions d'années, une broutille à l'échelle de l'évolution, ils ont multiplié leur masse par 10, les plus grands atteignant près de 2,50 mètres. Dans les vastes prairies couvrant des étendues de plus en plus grandes, apparaissent de nombreux autres mammifères géants. Ils forment un groupe connu sous le nom de mégafaune. Ce grand animal est un Paraceratherium. Il faisait 5 mètres de haut et près de 8 mètres de long. Les petits mammifères à fourrure qui furetaient dans l'ombre ont produit des descendants qui auraient pu regarder les plus grands dinosaures dans le blanc des yeux. Aujourd'hui, l'éléphant est l'une des rares espèces appartenant à la mégafaune à avoir survécu. Tous les autres animaux géants ont disparu de la planète. Que leur est-il donc arrivé? Leur extinction coïncide avec un autre événement majeur de l'histoire de la Terre. Il y a environ 2,5 millions d'années, les glaces se sont développées depuis les pôles jusqu'à recouvrir une grande partie des continents. Mais ce n'est qu'au moment du retrait des glaces, il y a 10 000 ans, que la mégafaune est apparue. Certains attribuent cette disparition aux variations de température de la fin de l'ère glaciaire. Pour d'autres, le coupable se trouve parmi les mammifères eux-mêmes. Et c'est un nouveau super prédateur. Je suis de retour à Pékin afin d'observer les premières traces de son arrivée en Chine. Ces restes fossiles sont ceux d'un primate. Ils remontent à environ 68 000 ans. Ce primate présente 2 nouveautés évolutives. Premièrement, son pelvis. Un animal doté d'un tel pelvis était probablement bipède. Deuxièmement, son crâne. La boîte crânienne est énorme. Proportionnellement à la taille de son corps, elle est 6 fois plus volumineuse que pour la moyenne des mammifères, et c'est le signe d'une grande intelligence. Il s'agit bien évidemment d'un être humain. Les premiers humains font un usage meurtrier de leur intelligence. Ils découvrent comment fabriquer des armes.
Ces silex, soigneusement taillés, ont été retrouvés à côté d'ossements humains. Parallèlement, ils inventent de nouveaux modes de communication qui leur permettent d'unir leurs forces et de chasser en groupe. Ce primate constitue un nouveau type de prédateur. Il apparaît d'abord en Afrique, puis il colonise tous les autres continents. Et à chaque fois, son apparition sur un continent coïncide plus ou moins avec la disparition de la mégafaune, ce qui laisse à penser qu'il a quelque chose à voir avec cet événement. Pour clore mon séjour en Chine et découvrir la dernière étape de notre histoire évolutive, j'ai regagné la ville de Kunming où je vais visiter un service de maternité bien occupé. L'élargissement de notre cerveau nous a apporté d'énormes avantages, mais sa taille posait également un problème à la naissance. La boîte crânienne dans laquelle il est logé devait pouvoir passer dans les voies génitales de la mère. Ce bébé, né il y a tout juste 12 heures, va nous permettre de comprendre comment la chose est possible. Ce petit garçon s'appelle Xiao Bao, ce qui signifie « petit trésor ». Et s'il a pu naître, c'est grâce à une particularité de son crâne. Le crâne des mammifères est constitué de plusieurs os séparés. Chez la plupart des espèces, ces os sont soudés au moment de la naissance, de façon à former une boîte osseuse solide destinée à protéger l'organe le plus précieux, le cerveau. Chez Xiao Bao, comme chez tous les êtres humains, les os restent séparés et la tête peut ainsi se déformer légèrement pour mieux descendre dans le bassin de la mère. Cette caractéristique permet également au cerveau de continuer à grossir et à se développer après la naissance. Les plaques ne commenceront à se souder que lorsque Xiao Bao aura atteint l'âge de 2 ans. Ce développement évolutif est le dernier d'une longue série d'adaptations qui ont permis aux vertébrés, animaux dotés d'une colonne vertébrale, de créer la surprenante diversité que nous observons aujourd'hui autour de nous. Le premier ancêtre de Xiao Bao, comme de nous tous, est une petite bête semblable à un ver qui nageait au fond de la mer il y a plus de 500 millions d'années. Sa colonne vertébrale et ses mâchoires lui viennent de poissons primitifs. Ses membres et ses poumons des amphibiens. Les reptiles lui ont légué leur peau imperméable. Les petits mammifères nocturnes lui ont transmis un plus gros cerveau, des sens plus aiguisés et leur mode de gestation. Ses mains et sa perception des couleurs lui viennent des primates frugivores. Et son cerveau développé et son intelligence des premiers humains. Toutes les caractéristiques de notre corps peuvent être rattachées à nos ancêtres lointains. Et on a encore beaucoup à apprendre sur eux. Une chose est sûre, l'évolution des vertébrés n'est pas terminée.